le prix du mépris, l'invité humilié et le roi caché. Bienvenue et CTAs initiaux. Bonjour communauté. Bienvenue dans des histoires réelles qui font mal et satisfont. Aujourd'hui, vous serez les témoins d'une trahison si froide qu'elle vous glacera le sang, mais aussi d'un retournement du destin si doux que vous voudrez le célébrer. Cette histoire est un rappel brutal. Ne sous-estimez jamais la personne que vous humiliez. Avant que la vengeance ne commence, s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour soutenir la justice karmique. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Préparez-vous pour le choc de la décennie. Le champagne coulait, les diamants brillaient et le rire était assourdissant jusqu'à ce qu'il devienne un silence sépulcral. Nous avons tous vu des mariages toxiques, mais ce que Marcos Solis a fait à sa femme enceinte, Elora, lors du gala le plus exclusif de l'année, dépasse la cruauté. Il pensait qu'elle n'était qu'une pauvre fille sans relation et que son silence était de la faiblesse. Il s'est trompé. L'humanité avec l'humiliation publique a été sa sentence. Parce que lorsque les portes se sont ouvertes et que l'homme le plus craint du monde des affaires est entré, il n'a pas marché vers l'hôte multimillionnaire. Il a marché directement vers la femme qui pleurait dans le coin. La chute des Solis est sur le point de commencer. L'air à l'intérieur du vaste manoir de la famille Solis, à Key Biscayne, Miami, sentait les lises chères et le vieil argent. C'était le 60e anniversaire de Victoria Solis, la matriarche de l'Empire, Solis Logistica, et le thème était l'or et la gloire. Chaque invité possédait un patrimoine net qui pouvait acheter une petite île. Des hommes en costumes italiens buvaient du whisky vieilli en discutant de fusion. Des femmes en robes de haute couture qui coûtaient plus cher qu'une voiture de milieu de gamme jugeaient tout le monde. Et puis il y avait Elora. À ses 7 mois de grossesse, Elora se sentait moins comme une épouse et plus comme un bien immobilier encombrant. Ses pieds étaient enflés, battant à l'intérieur de talons, qu'elle ne portait que parce que Marco insistait sur le fait que les chaussures plates étaient pour les plébéiens. Elle portait une robe de maternité bleu pâle qu'elle avait cousue elle-même. Elle était élégante, modeste et faite avec amour. Mais, dans cette salle de Versace et Dior, elle semblait faite maison. Elle se tenait près de la table du buffet, buvant de l'eau gazeuse, essayant de capter le regard de son mari de l'autre côté de la pièce. Marco Solis était beau, avec cette beauté aiguë et prédatrice. Il avait 32 ans. Il était le PDG de Solis Logistica et le petit chéri de sa mère. Il se tenait près de la cheminée, riant aux éclats d'une blague faite par un sénateur. Elora l'observait, sa main reposant instinctivement sur son ventre. Elle ne lui avait pas parlé depuis 3 heures, depuis qu'ils étaient montés dans la voiture, où il avait regardé sa robe et soupiré. « Tu vas vraiment porter ça? Maman va faire une crise. »« C'est confortable, Marco, » avait murmuré Elora, retenant ses larmes. « Et nous avons un budget serré depuis que tu as coupé mon accès au compte jointe. Je l'ai coupé parce que tu dépenses imprudemment dans des babioles de bébés dont nous n'avons pas besoin, » avait-il lancé, vérifiant son reflet. « Essaie juste de passer inaperçu. Ne me fais pas honte ce soir. Il y a des investisseurs ici. Maintenant. » Debout seule, Elora sentait le poids de ses mots. « Ne me fais pas honte. » Un serveur passa avec un plateau de blini au caviar. Elora en prit un. Elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner à cause des nausées matinales, mais avant que sa main ne touche la nourriture, une voix coupa l'air. « Oh, attention, chérie. Nous ne voudrions pas que tu en renverses sur ce pittoresque petit projet artisanal que tu portes. » Elora se figea.
Elle se tourna pour voir Victoria Solis, sa belle-mère, tenant une coupe de champagne comme une arme. Victoria, enveloppée de soie dorée, ruisselait de saphir. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Jamais. « Joyeux anniversaire, Victoria », dit Elora, sa voix tremblant légèrement. « Tu es magnifique. » Victoria regarda Elora de haut en bas. Son regard s'arrêta sur le ventre avec dédain. « Et toi, tu as l'air énorme. Sérieusement, Elora, tu n'as pas pu trouver quelque chose qui cache mieux la forme. Tu sembles sur le point d'exploser. C'est inesthétique pour les invités. Je suis enceinte, Victoria. C'est naturel. » Se défendit doucement Elora. Victoria prit une gorgée de sa boisson, s'approchant. « C'est commun. Voilà ce que c'est. Marco a un avenir si brillant. C'est dommage qu'il soit lié à quelqu'un qui ne comprend pas l'art de la présentation. Qui es-tu déjà? » « Ah, oui, la fille de la cafétéria. » C'était une insulte qu'elle utilisait souvent. Elora travaillait comme serveuse quand elle avait rencontré Marco il y avait 3 ans. Il avait été charmant alors, même humble. Il avait dit qu'il aimait sa simplicité. Il avait menti. « Je suis sa femme », dit Elora, levant le menton. « Pour l'instant », murmura Victoria, faisant un clin d'œil avant de se tourner pour saluer la femme d'un PDG avec un rire faux et aigu. Elora sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle avait besoin de Marco. Elle avait besoin qu'il la tienne, qu'il dise à sa mère d'arrêter, qu'il valide son existence. Elle commença à marcher avec difficulté parmi la foule, évitant les regards critiques, se dirigeant vers la cheminée. Elle l'atteignit enfin. Il était plongé dans une conversation avec Julian Torres, un investisseur potentiel. « Marco », dit-elle doucement, touchant son coude. Marco tressaillit comme s'il s'était brûlé. Il se tourna. Ses yeux se plissèrent en la voyant. L'inconfort fut instantané. « Qu'est-ce qui se passe, Elora? »« Je suis occupée. J'ai juste besoin de m'asseoir un moment, » murmura-t-elle. « J'ai très mal au dos, et ta mère vient juste de... » Marco l'interrompit, sa voix montant suffisamment pour que le cercle environnant l'entende. « Elora, honnêtement, tu ne peux pas te contrôler pendant 2 heures? C'est une réception d'affaires. Je n'ai pas le temps de te masser les pieds. » Julian Torres rit maladroitement. « Hormones de grossesse, hein, Marco? » Marco força un rire. « Tu n'as aucune idée, Julien. C'est une plainte interminable. Écoute, Elora, va chercher une chaise dans la pièce du fond, ou quelque chose comme ça. Arrête de traîner. Tu distrais les invités. » Il lui tourna le dos. Juste comme ça, congédié comme une servante. Elora resta là, le visage brûlant. Elle pouvait sentir les yeux de l'élite rivés sur elle. Elle n'était plus simplement invisible. Elle était une gêne. Elle se tourna pour partir, pour trouver un coin sombre où pleurer. Mais le pire était à venir. 1 heure plus tard, la musique s'arrêta. C'était l'heure des toasts et de la remise des cadeaux. C'était le point culminant des fêtes Solis, une exposition grotesque de richesse où les gens rivalisaient pour voir qui donnerait à Victoria l'article le plus cher. Elora s'assit à l'extrémité opposée de la longue table du banquet, près des portes de la cuisine. Elle avait espéré rester cachée, mais Victoria avait insisté pour que tout le monde se rassemble pour le spectacle. « Pour ma merveilleuse mère », annonça Marco, debout en tête de salle, avec un micro, qui a construit cette famille à partir de rien. Les applaudissements ondulèrent dans la salle. « Pour ton 60e anniversaire, je voulais t'offrir quelque chose qui représente le temps. » Marco fit un signe à un serveur. Une boîte en velours fut apportée. Marco l'ouvrit pour révéler une montre Patek Philippe Vintage, incrustée de diamants. Estimée à 200 000, la salle eut un souffle coupé. Victoria feignit le choc, saisissant sa poitrine. « Oh, Marco, c'est la perfection. » Un par un, les invités présentèrent là.
cadeau. Un sac de créateur du président. Un cheval pur sang du PDG d'une firme rivale. La pile de luxe grandit. Alors, Victoria prit le micro. Ses yeux scannèrent de la salle, atterrissant malicieusement sur Elora, à la table du fond. Je pense que tout le monde a présenté une marque de son affection. Roucoula Victoria. Sauf mon fils. Elora, as-tu apporté quelque chose, chérie, ou l'as-tu oublié au milieu de tant de repos? La salle devint silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent vers Elora. Le cœur d'Elora battit contre ses côtes. Elle se leva lentement, ses mains tremblant. Elle mit la main dans sa poche et sortit un petit paquet plat enveloppé de papier marron. Ce n'était pas ostentatoire. Ça ne brillait pas. « J'ai fait quelque chose », dit Elora. Sa voix n'était qu'un murmure. « Parle plus fort, chérie !» cria Victoria. « Nous ne pouvons pas t'entendre par-dessus le son de la médiocrité. » Des rires dispersés explosèrent. Marco se couvrit le visage d'une main, secouant la tête. Elora marcha vers l'avant, la longue marche de la honte, et posa le paquet sur la table à côté de la montre en diamant. Il semblait pathétique en comparaison. Victoria le ramassa avec 2 doigts, comme s'il était contaminé. Elle déchira le papier. À l'intérieur se trouvait un album de photos reliées en cuir. « Un album ?» demanda Victoria, haussant un sourcil. « C'est une collection de photos de quand Marco était bébé », expliqua Elora, sa voix gagnant un peu de force. « J'ai passé des mois à retrouver les négatifs de vos anciens voisins, en les restaurant. Je sais que vous avez perdu toutes vos photos de famille lors de l'inondation de 1998. J'ai pensé, je ne pourrais pas récupérer ces souvenirs. C'était un cadeau réfléchi et profondément sentimental. Cela avait pris à Elora des centaines d'heures et les derniers de ses économies pour payer un expert en restauration. Victoria regarda 2 pages. Elle regarda une photo d'elle-même avec un manteau déchiré tenant un bébé Marco et se moqua. « Tes souvenirs ?» Victoria rit, un son froid et rude. « Tu as déterré des photos de quand nous étions pauvres? Tu as apporté cette saleté dans ma maison pour rappeler à tout le monde que nous avons commencé sans rien? Non, j'ai pensé. Tu as pensé quoi? » lança Marco intervenant. Il arracha l'album des mains de sa mère. Il le regarda, voyant son propre visage de bébé pauvre. Il regarda les invités d'élite qui l'observaient. Il sentit la honte de son passé. Bouillonnant. Au lieu de défendre l'effort de sa femme, il choisit son ego. « C'est honteux, Elora », siffla Marco dans le micro, oubliant peut-être qu'il était allumé. « Tu apportes un album à 10 $ à une fête d'1 million de dollars? Tu essaies de nous humilier? Marco, je l'ai restauré. » supplia Elora, versant des larmes. « C'est ton histoire! C'est une honte! » cria Marco. D'un mouvement violent, Marco lança l'album. Il n'atterrit pas sur la table. Il glissa sur le sol poli, s'arrêtant près du seau à champagne. « Va-t'en », dit Marco, indiquant la porte. « Va à la maison. Tu as déjà fait assez de dégâts pour une nuit. Prends ta robe bon marché et ton sentimentalisme bon marché. Et sors de ma vue. » La salle était mortellement silencieuse. Personne ne bougea. Personne ne défendit la femme enceinte, seule au centre de la salle, avec des larmes coulant sur son visage. Elora regarda Marco. Elle le regarda vraiment. Elle vit la cruauté dans ses yeux, la faiblesse dans son âme. « Tu vas le regretter, Marco, » murmura-t-elle. « La seule chose que je regrette, » se moqua-t-il, « c'est de m'être marié avec une moins que rien. » Elora se tourna. Elle ne courut pas. Elle marcha, la tête haute, malgré la douleur, vers les doubles portes.
Juste au moment où sa main toucha le pommeau de laiton pour partir, les portes s'ouvrirent de l'extérieur. 2 hommes grands, en costume tactique noir, entrèrent, portant des oreillettes. Ils scannèrent la salle. L'atmosphère changea instantanément. Puis, une 3e figure entra. C'était un homme plus âgé, peut-être 65 ans, avec des cheveux argentés et une barbe qui semblait taillée dans le granit. Il portait un costume qui murmurait un pouvoir bien au-delà de n'importe qui dans cette pièce. Il ne ressemblait pas à un PDG. Il ressemblait à un roi. C'était Arturo Montesinos. La salle eut un souffle collectif. Arturo Montesinos était le titan de l'industrie. Il possédait Montesinos Global, le conglomérat qui cherchait actuellement à acquérir ou détruire des compagnies comme Solis Logistica. C'était un mythe, un fantôme, un homme qui mangeait des milliardaires au déjeuner. À Marco, la mâchoire tomba. « Monsieur Montesinos, nous ne savions pas que vous viendriez. C'est un honneur. S'il vous plaît, entrez !» Marco se précipita vers l'avant, marchant par-dessus l'album de photos que sa femme avait fait, poussant Elara pour atteindre le milliardaire. Arturo Montesinos ne regarda même pas Marco. Ses yeux froids, couleur gris acier, étaient fixés sur une personne. Il passa juste devant la main tendue de Marco. Il passa au-delà d'une Victoria stupéfaite. Il s'arrêta devant Elara. La salle retint son souffle. Pourquoi le titan de l'industrie se tenait-il devant la moins que rien enceinte et en pleurs? Le visage d'Arturo Montesinos, connu pour être de pierre, s'adoucit. Une seule larme s'échappa de son œil. Il tendit la main et encadra doucement le visage d'Elara. « Je suis désolé d'arriver tard, Elara, » dit-il, utilisant son nom de naissance, sa voix résonnant dans le salon silencieux. « Papa est déjà là. » Marco se figea. La couleur se draina du visage de Victoria. Elara regarda l'homme le plus puissant du monde et pleura. « Emmène-moi à la maison, papa. » Arturo leva les yeux. Ses yeux se transformèrent en glace glaciale alors qu'il regardait Marco. « Tu l'as traité de moins que rien, » dit Arturo, sa voix basse et dangereuse. « Tu viens d'humilier l'unique héritière de l'Empire Montesinos, le dénouement karmique, le silence dans la salle de bal. » Solis n'était pas seulement silencieux, c'était lourd. On aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce, remplacé par une pression étouffante. Les coupes de champagne cessèrent de cliqueter. La rumeur s'arrêta. Le seul son fut le fort sanglot de Victoria Solis, qui semblait avoir mangé un éclat de verre. Marco resta figé, sa main encore à moitié levée dans un pathétique geste de salut qui avait été ignoré. Il regarda de l'imposante figure d'Arturo Montesinos à sa femme, Elara, qui pleurait sur le visage du multimillionnaire. « Père !» bégaya Marco d'une voix brisée. « Elara, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que ton père était un mécanicien retraité à Medellín. » Arturo Montesinos ne lâcha pas sa fille. Il tourna la tête lentement, regardant Marco avec un regard qui pourrait décoller la peinture d'un mur. « Elle t'a dit ça, » bégaya Arturo, « parce qu'elle voulait savoir si tu l'aimais ou si tu aimais seulement le chéquier joint à son nom. Nous avions un pari, Elara et moi. Je lui ai dit que les hommes dans ce cercle sont des vipères. Elle m'a dit que j'avais tort. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme qui aimait sa simplicité. » Arturo fit une pause, regardant la robe de maternité bon marché qu'Elara portait, celle que Victoria avait ridiculisée quelques instants auparavant. « Il semble, » dit Arturo, sa voix tombant à un murmure terrifiant, « que j'ai gagné le pari. » Victoria Solis, toujours l'opportuniste, tenta de secourir le navire qui coulait. Elle s'avança.
Son visage se réorganisa en un masque de panique et de courtoisie. « Monsieur Montesinos, » commença sa voix tremblante, « c'est sûrement une erreur, une plaisanterie. Elara n'a jamais mentionné. Nous l'avons traité comme une famille. Nous nous amusions juste un peu. Vous savez comment est la dynamique familiale. »« Assez, » ordonna Arturo. Il n'eut pas à crier. Le seul mot s'écrasa contre Victoria comme un coup physique. Arturo s'éloigna doucement d'Elara, gardant un bras protecteur autour de ses épaules. Il marcha, lentement et délibérément, vers le seau à ordures où gisait l'album de photos. Le titan de l'industrie se pencha. Il récupéra le paquet de papier marron. Il le nettoya avec sa propre manche. Il l'ouvrit, regardant les photos restaurées d'une jeune et pauvre Victoria et de Marco. « Tu as appelé ça de la merde, » dit Arturo, tenant l'album. Ma fille a passé 3 mois à retrouver les négatifs. Elle a demandé des faveurs à des archivistes que je ne savais même pas qu'elle connaissait. Elle a fait ça parce qu'elle pensait que tu avais un cœur. Arturo ferma l'album et le remit à l'un de ses gardes du corps. Gardez-le, c'est la seule chose de valeur dans cette pièce. Marco trouva enfin sa voix. La panique s'installa. Elara, chérie, s'il te plaît, dis que nous nous aimons. J'étais juste stressé. Les investisseurs, la fête. Tu sais comment je deviens. Je n'ai pas voulu le dire. Je le jure. Il fit un pas vers elle. « Dégage !» Le cri ne vint pas d'Arturo. Il vint d'Elara. Elle se tourna pour faire face à son mari. Ses yeux, généralement si chauds et indulgents, étaient rouges et sans éclat. L'humiliation des 3 dernières années, qui avait culminé avec l'exécution publique de sa dignité ce soir, avait enfin brisé quelque chose en elle. Ou, peut-être, avait construit quelque chose de nouveau. « Tu ne le pensais pas vraiment ?» demanda Elara, sa voix tremblante mais audible. « Marco, tu m'as dit que je te faisais honte parce que j'étais enceinte. Tu m'as dit que ma robe était bon marché. Tu as laissé ta mère m'appeler une moins que rien. Tu n'as pas seulement jeté un cadeau, Marco. Tu m'as jeté, moi. Je peux arranger ça. » supplia Marco, sanglotant profondément maintenant. « Elara, tu portes mon fils, notre fils. Nous sommes une famille. » Arturo s'interposa entre Elara et Marco, bloquant la vue de Marco. « Vous n'êtes pas une famille. C'est une erreur que nous corrigeons ce soir. » Arturo fit un signe à son équipe de sécurité. « Escortez Madame Montesinos. Pardon, Mademoiselle Montesinos, jusqu'à la voiture. Avec soin. » Alors que les gardes du corps se déplaçaient pour flanquer Elara, le stress de la nuit prit enfin son prix physique. Elara eut un souffle coupé, se saisissant l'abdomen. Son visage devint pâle. « Papa !» gémit-elle, ses genoux cédant. « J'ai mal. » La salle explosa en chaos. Arturo l'attrapa avant qu'elle ne tombe au sol. Sa composture se brisa en pure panique paternelle. « Elara, amenez le médecin maintenant !» rugit Arturo. Marco tenta de courir vers l'avant. « Elara !» L'un des gardes d'Arturo, un homme de la taille d'un distributeur automatique, s'interposa sur le chemin de Marco. Il ne frappa pas Marco. Il posa simplement une main sur la poitrine de Marco et le poussa. Marco vola en arrière, trébuchant sur ses propres pieds et atterrissant lourdement sur ses fesses au milieu de la piste de danse. « Ne t'approche pas d'elle !» grogna le garde. Arturo porta sa fille enceinte dans ses bras, comme si elle ne pesait rien. Il courut vers les portes. Les invités s'écartèrent, comme la mer Rouge. À l'entrée, Arturo s'arrêta une seconde. Il ne regarda pas en arrière, mais sa voix fut entendue jusqu'à la tremblante famille Solis.
S'il arrive quelque chose à mon petit-fils, promit Arturo, je ne ferai pas que te ruiner, Marco. Je te chasserai. Et puis ils partirent. Le son de la caravane Montesinos accélérant s'évanouit dans la nuit, laissant le manoir Solis en état de choc. Pendant 10 secondes, personne ne bougea. Puis, l'essaim se brisa. Cela commença avec Julian Torres, l'investisseur que Marco avait essayé d'impressionner toute la nuit. Julian posa sa coupe de champagne sur le plateau d'un serveur. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Annule le contrat avec Solis », dit Julian à haute voix, sans se soucier de qui l'entendait. « Oui, immédiatement. L'accord de logistique est mort et vend mes positions courtes sur leurs actions. Ils vont exploser demain. » Marco se leva, ajustant son costume en désordre. « Julian, attends. Tu ne peux pas être sérieux. C'est une affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec les affaires. » Julian regarda Marco avec un mélange de pitié et de dégoût. « Marco, tu viens d'abuser publiquement de la fille d'Arturo Montesinos. Arturo Montesinos est le propriétaire des lignes maritimes que nous utilisons. Il est le propriétaire de la banque qui détient tes prêts. Il est au conseil de la commission régulatrice. Tu n'es pas seulement un mauvais mari, tu es un risque commercial radioactif. » Julian partit. Ce fut le signal. Les autres invités, sentant l'odeur de la mort sur le nom de Solis, commencèrent à fuir. « Je dois me lever tôt », murmura le maire, passant à côté de Victoria, sans établir de contact visuel. « Charmante fête, mais nous devons y aller », dit le PDG de la firme rivale, réprimant un sourire. Il savait que ses actions étaient sur le point de monter. En 20 minutes, le gala Or et Gloire était vide. Les seuls qui restaient étaient Marco, Victoria et le personnel de nettoyage. Victoria s'effondra sur un canapé en velours. Cette fois, la peur était réelle. « Idiot !» dit Marco. « Moi? Toi? C'est toi qui l'as appelée une moins que rien. La fille de la cafétéria, tu te souviens? Je protégeais notre image, cria Victoria. Comment étais-je censé savoir qu'elle était une Montesinos? Pourquoi une héritière multimillionnaire agirait comme une paysanne? Elle nettoyait ses propres sols, Marco. Elle cuisinait ses propres repas. Elle était humble, cria Marco, se rendant compte de ce qu'il avait perdu. Elle était tout ce que nous ne sommes pas, et nous l'avons détestée pour ça. Il sortit son téléphone. Pas de service. Quoi? Marco enfonça le bouton. Il vérifia le Wi-Fi. Rien. Le téléphone fixe sur la table sonna. Ce fut un son âpre et discordant dans le salon vide. Victoria le regarda fixement. « Réponds. » Marco s'approcha et leva le combiné. « Bonjour, Monsieur Solis. » parla une voix nette et professionnelle à l'autre bout. « Je suis Jacobo Piedra, conseiller légal de Montesinos Global. Je vous appelle pour vous informer que votre autorisation de sécurité chez Solis Logistica a été révoquée en attendant une enquête pour détournement de fonds. » « Détournement de fonds? » Marco faillit tomber et lâcha le téléphone. « Je suis propriétaire de l'entreprise. Je n'ai rien fait de mal. Les auditeurs de Mess Montesinos, qui viennent d'acquérir une participation majoritaire dans votre dette bancaire il y a 10 minutes, semblent penser qu'il y a des divergences. Vos actifs ont été gelés, Monsieur Solis, tous, y compris vos comptes personnels et vos cartes d'entreprise. De plus, une ordonnance de restriction vous est notifiée. Si vous vous approchez à moins de 500 mètres d'Elara Montesinos ou de l'hôpital, vous serez arrêté. Passez une bonne soirée. » La ligne coupa. Marco resta là, le combiné pendant de sa main. Les lumières du salon de bal clignotèrent une fois, puis 2 fois. « Qu'est-ce que c'est? »
demanda Victoria, sa voix petite. Qu'ont-ils dit? Ils ont gelé les comptes, maman, murmura Marco. Ils ont racheté notre dette. Avant que Victoria ne puisse crier, les lumières s'éteignirent complètement. Tout le manoir fut plongé dans l'obscurité. Ils ont coupé l'électricité, dit Marco, sa voix sans émotion. Nous devons arranger ça, dit Victoria, sa voix montant en panique dans l'obscurité. Elle t'aimait, Marco. Elle était obsédée par toi. Les femmes comme ça pardonnent. Tu dois juste l'atteindre. Souviens-toi du bébé. Utilise le bébé, Marco. Marco regarda sa mère dans les ombres. Pour la première fois, il ne la vit pas comme la matriarche d'un empire, mais comme une vieille femme désespérée et cruelle qui l'avait menée vers un précipice. « Je ne peux pas l'atteindre, » dit Marco. « Mais je sais qui le peut. »« Qui? » ?»« Sa meilleure amie, » dit Marco. « Sarah, celle que nous n'avons pas invitée parce que tu as dit qu'elle avait l'air trop urbaine. Sarah est la seule qu'Elara écoute. Appelle-la, pressa Victoria. Je ne peux pas, dit Marco, regardant son téléphone mort. Je dois conduire jusqu'à la ville. Je dois demander de l'aide à une serveuse. Marco prit les clés de sa voiture et sortit en courant du manoir. Question interactive et 7 minutes de suspense. Elara est en danger de naissance prématurée. Marco va demander à l'amie urbaine d'Elara, Sarah, de l'aider. Pensez-vous que Sarah va l'aider pour le bien d'Elara et du bébé? Ou va-t-elle l'envoyer directement dans les griffes d'Arturo Montesinos? Donnez-nous votre prévision maintenant dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager cette agonie avec vos amis. L'embuscade. La course vers l'hôpital de San Judas fut un flou de lumière rouge et de changements de voix imprudents. L'esprit de Marco courait, construisant un récit qui le sauverait. Il dirait à Elara qu'il avait eu une attaque de panique. Il dirait que le stress de la compagnie l'avait brisé. Il blâmerait sa mère. Il ferait ce qui est nécessaire pour revenir dans l'orbite des Montesinos. Il s'arrêta brusquement sur le parking de l'hôpital, laissant sa Porsche de travers. Il courut vers l'entrée de la salle des urgences, mais un mur de policiers en uniforme et de gardes de sécurité privés bloquait les portes. La presse était déjà là. Le titre sur l'écran d'une camionnette proche disait « Fille du Titan hospitalisée après l'accident au Gala Solis ». Marco remonta et ouvrit le col de son manteau, essayant de cacher son visage, et se glissa sur le côté de l'édifice vers la zone fumeur. Il savait que Sarah, l'amie d'Elara, fumait quand elle était stressée. C'était une chance infime, mais c'était tout ce qu'il avait. Et elle était là. Sarah marchait près des porte-vélos. Elle portait une veste en jean délavé et des bottes de combat, la même tenue que Marco avait méprisée. « Sarah !» siffla Marco sortant des ombres. Sarah sursauta. Quand elle vit que c'était Marco, son expression ne se changea pas en peur. Elle se changea en glace. « Tu as beaucoup de toupet de te montrer ici, Marco, » dit sa voix dangereusement tranquille. « Écoute-moi. » supplia Marc, s'approchant. « Il ne me laisse pas entrer. Tu dois m'aider. Elara a besoin de moi. Je suis le père de son fils. » « Tu es la raison pour laquelle elle est en soins intensifs, » trancha Sarah. Sa pression artérielle est montée si haut qu'elle a presque eu un accident vasculaire cérébral. Les médecins essaient d'empêcher l'accouchement prématuré. Je ne savais pas, bégaya Marco en sanglotant. Regarde, Sarah, je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu penses que je suis un snob. Mais je peux faire en sorte que cela en vaille la peine. J'ai encore des actifs. Je peux te faire un chèque. Laisse-moi entrer dans cette salle. Laisse-moi lui parler pendant 5 minutes. Si elle me voit, elle se calmera. Elle m'aime. Sarah le regarda en secouant la tête.
Un étrange sourire apparut sur ses lèvres. « Tu penses que tu peux m'acheter, Marco? »« Tout le monde a un prix, » dit Marco désespéré. « Quel est le tien? 10 000? 20? » Sarah rit. Ce ne fut pas un rire joyeux. Tu n'as vraiment aucune idée de qui tu as affaire depuis tout ce temps, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Tu sers du café pour vivre. Sarah mit la main dans sa veste et sortit une plaque. Ce n'était pas une plaque d'hôpital, c'était une identification d'autorisation de sécurité pour la division d'intelligence globale Montesinos. « Je ne sers pas de café, Marco, » dit Sarah, sa voix descendant d'une octave, perdant l'inflexion de fille ordinaire qu'elle avait utilisée pendant 3 ans. « Je suis la chef de la protection exécutive pour la famille Montesinos. J'ai été assigné à Elara depuis le jour où elle a quitté la maison pour se trouver elle-même. Chaque fois que tu l'as insultée, chaque fois que tu l'as fait pleurer, j'étais là, regardant, enregistrant. » Marco fit un pas en arrière, le sang glacé. « Tu es une espionne. »« Je suis un garde du corps, » corrigea Sarah. « Et la seule raison pour laquelle tu as encore tes dents en ce moment est parce qu'Elara m'a fait promettre de ne pas te blesser, à moins que ce ne soit physiquement nécessaire. Mais cette promesse a expiré au moment où tu as mis l'héritier en danger. » Marco se tourna pour courir, mais 2 hommes sortirent de derrière le buisson. C'étaient les mêmes hommes en costume noir qui l'avaient suivi. « Monsieur Montesinos veut parler, » dit Sarah, rangeant sa plaque. Et, à la différence de la fête, ce n'est pas une visite sociale. Les hommes saisirent Marco par les bras. Il fut traîné par une entrée de service latérale, par un long couloir stérile et jeté dans une salle d'attente qui avait été vidée de tous les autres patients. Assis sur une chaise en plastique au centre de la salle, se tenait Arturo Montesinos. Il ne criait pas, il pelait une orange. La normalité de l'action le rendait terrifiant. « Assieds-toi, » dit Arturo, sans lever les yeux. Marco s'effondra sur la chaise en face de lui. « Monsieur Montesinos, s'il vous plaît. Je l'aime. » Arturo finit de peler l'orange. Il mangea un quartier, lentement. « J'ai vérifié les finances de ta compagnie, Marco. Tu as falsifié les livres pendant 2 ans pour cacher les pertes de ta mère. Tu as utilisé le crédit d'Elara, les petites dépenses qu'elle avait pour payer des dettes de jeu. C'est ça l'amour. J'allais payer. J'allais la vider et la débrancher, déclara Arturo sèchement. Mais ce n'est pas pour ça que tu es ici. Tu es ici parce que j'ai une proposition. Tout ce que vous voudrez, je le ferai. Elara est réveillée, dit Arturo. Elle se stabilise, mais elle est désolée. Pourtant, elle pense qu'il y a quelque chose de bon en toi. Elle pense que tu as agi par stress. Elle veut te voir. Une sorte d'espoir s'enflamma dans la poitrine de Marco. Elle veut me voir? Oh, grâce à Dieu, je peux arranger ça. Laisse-moi voir, continua Arturo, ses yeux s'assombrissant. Si tu entres par ces portes, tu as une option. Tu peux entrer, t'excuser et essayer d'être un père. Si tu fais ça, je ne te détruirai pas complètement. Je te laisserai avec assez d'argent pour vivre une vie modeste dans l'anonymat. Mais tu ne toucheras jamais à la fortune Montesinos. Tu signeras un accord post-nuptial ce soir, renonçant à tous les droits à son héritage, marqua-t-il. La cupidité dans ses yeux vacilla. Une vie modeste, oh, dit Arturo. Tu peux partir maintenant même. Je te donnerai 5 millions de dollars en liquide. Une coupure nette. Tu signeras les papiers du divorce. Tu renonceras aux droits parentaux. Et tu ne la verras plus jamais, elle ni le bébé. Tu prendras l'argent et tu fuiras. Ce fut l'épreuve définitive, la preuve qu'Elara voulait toujours qu'il réussisse. Marco regarda la porte de la chambre d'Elara. Puis il regarda Arturo. 5 millions?
demanda Marco, la voix tremblante. En liquide? Transfert bancaire, dit Arturo. Dans 1 heure. Marco se lécha les lèvres. Il pensa à la femme enceinte qui pleurait dans la chambre d'à côté. Il pensa au bébé. Puis, il pensa à la dette, à la réputation s'effondrant de Solis et aux 5 millions de dollars qui pourraient commencer une nouvelle vie aux îles Caïmans. J'accepterai l'argent, chuchota Marco. Arturo hocha la tête lentement. Il sortit un dossier de sa veste. Signe ici. Marco signa les papiers d'une main tremblante. Il renonça à ses droits sur sa femme et son fils à naître. Pour un chèque. C'est fait, dit Marco se levant. Où est l'argent? Transféré, dit Arturo, vérifiant son téléphone. Maintenant, il y a une chose que tu dois savoir avant de partir. Quoi? Demanda Marco, ressentant une vague de soulagement. Il avait gagné. Il s'était échappé avec une fortune. Arturo désigna le grand miroir sur le mur. C'est un miroir sans teint, Marco, et l'interphone était allumé. Marco se retourna. Derrière la vitre, allongée sur un lit d'hôpital, Elara l'observait. Elle ne pleurait plus. Les larmes s'étaient arrêtées. Son visage était un masque de réalisation pure et sans mélange. Elle avait écouté chaque mot. Elle avait écouté comment il l'échangeait, elle et son fils, contre 5 millions de dollars. Elle avait besoin de voir ça, dit Arturo, se levant. Elle avait besoin de savoir que tu étais exactement celui que j'avais dit que tu étais. Marco frappa la vitre. Elara, non! C'était un truc. Je l'ai fait pour nous. Mais Elara tourna simplement la tête, fermant les yeux. Sortez-le de ma vue, ordonna Arturo. Marco sortit de l'hôpital, s'accrochant au chèque dans son application bancaire digitale, comme à une bouée de sauvetage. Il s'enregistra dans un hôtel de luxe du centre-ville, commandant une bouteille de cognac. Il prévoyait de s'envoler pour Zurich le matin même. Il alluma le téléviseur dans sa chambre d'hôtel. Des nouvelles de dernière minute apparurent à l'écran. Marco se figea. La vidéo qui passait était tremblante. Elle avait été filmée avec un téléphone portable par l'un des serveurs du gala, mais l'audio était cristallin. Elle montrait Marco jetant l'album de photos. « C'est de la merde! Va-t'en! T'as déjà fait assez de dégâts pour une nuit! » Le clip coupa sur Arturo Montesinos entrant dans la salle. « Tu viens d'humilier l'unique héritière de l'Empire Montesinos. » Cela se termina. La voix du présentateur de nouvelles revint. Cette vidéo, fuitée il y a seulement 1 heure, a déjà accumulé 20 millions de vues. L'homme sur la vidéo, Marco Solis, PDG de Solis Logistica, est actuellement sous enquête pour détournement de fonds. Mais Internet a déjà rendu son verdict. Marco prit son téléphone. Ses notifications de réseaux sociaux explosaient. Des milliers de commentaires par seconde. Monstre. Comment a-t-il pu traiter ainsi une femme enceinte? Boycott de Solis Logistica. Alors apparut une nouvelle notification. C'était un courrier électronique de la banque. Objet. Avis de gel de compte. Quoi? Cria Marco. Arturo a dit qu'il l'avait transféré. Il ouvrit sa session sur son compte. Les 5 millions étaient là, mais le compte était bloqué. Il appela la banque. « Monsieur Solis, » dit le gérant, semblant terrorisé. « Nous avons reçu une ordonnance judiciaire fédérale. Tous les fonds associés au nom Solis ont été gelés comme preuve dans l'enquête pour détournement de fonds. Les 5 millions de dollars que vous venez de recevoir ont été marqués comme produits d'un accord illicite et saisis par le département de la justice. « C'était un cadeau !» cria Marco. « Arturo Montesinos me l'a donné. » Monsieur Montesinos a alerté les autorités que vous avez accepté un pot de vin
pour fuir la juridiction, dit le gérant. Il a coopéré pleinement avec l'enquête. Marco laissa tomber le téléphone. Il avait été manipulé. Arturo ne l'avait pas seulement testé, il lui avait tendu un piège. En acceptant l'argent pour quitter sa famille, Marco avait admis un défaut de caractère qu'Arturo utilisa légalement comme une arme. L'argent était l'appât et Marco avait mordu à l'hameçon. On frappa à la porte de l'hôtel. Marco regarda par l'œilleton. Ce n'était pas le service d'étage, c'était la police.